Bonjour à tout le monde pour la deuxième plénière de ce forum mondial sur la démocratisation du travail. Et je m'occupe aussi de l'initiative démocratique et je suis une coordinatrice de ce forum mondial et c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre panel aujourd'hui d'orateurs. Après, en fait, la présentation de Gayati Ghosh qui nous a demandé de voir vraiment un petit peu tout ce qui était important et voir comment nous allons voir avec cette toile de fond, nous allons en fait voir comment on va passer à la démarchandisation du travail et je crois que ceci est très important par rapport à l'emploi, un emploi accessible à tous. Et cette démarchandisation, cela change les paramètres de ce travail qui est offert, qui n'est plus en fait gouverné uniquement par le processus de l'argent et du bénéfice et donc en fait le pouvoir euh, des pouvoirs publics, la question des institutions et de l'emploi dans l'économie des soins et voir donc quelles sont nos capacités à ce niveau pour voir aussi au niveau de l'environnement tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est en fait quelque chose de très concret. C'est une proposition que nous avons développée par rapport à ces différentes questions du travail démarchandisé et du travail marchandisé et du travail qui est rétribué et non rémunéré. Et je vais passer la parole et présenter nos orateurs. Nous avons eu quelques difficultés avec certains d'entre eux au niveau de la communication, mais je vais vous les présenter tout d'abord. C'est un plaisir pour moi et mon honneur de vous présenter notre Jean Dresse, qui est en fait un économiste en développement et qui travaille dans la justice sociale, en Inde et ailleurs. Et c'est un professeur honoraire donc à l'école de Delhi et aussi un professeur donc visitant à l'université de Ranchi. Il a travaillé donc avec aussi les personnes et un habitant du Tamil Nadu et c'est quelqu'un qui a en fait parlé de la gloire et de la solidarité et donc c'est un plaisir pour nous. Il parle en fait de son travail de justice sociale qui est centré sur la défense des droits des sans-abri, des sans-salaire et des affamés, entre autres. Il a joué un rôle majeur dans la rédaction de la loi nationale de 2005 sur la garantie de l'emploi au milieu rural, qui a donné naissance à NREGA, qui a donné naissance au plus grand programme de garantie à ce niveau de l'emploi du monde et il surveille toujours sa mise en œuvre. Et notre deuxième intervenant, qui est un plaisir pour moi, qui s'appelle Ndok Silla, et qui a en fait été
un économe de la République, un économiste de la République du Sénégal, qu'il a travaillé donc comme conseiller technique de la présidence de la République du Sénégal. Il est actuellement responsable de la recherche et des programmes du Bureau Afrique de l'Ouest et de la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Et ces publications couvrent des sujets tels que le commerce équitable, les marchés du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux et toute une série de choses sur la théorie démocratique, la souveraineté économique et les monétaires. Et donc, il a parlé en fait, du scandale du commerce juste et équitable qui, en fait, permet de ce marketing de la pauvreté à bénéficier aux riches, et d'un autre livre important au niveau de l'histoire du franc CFA. Et il est aussi le co-éditeur de Economic and Monetary Sovereignty for 21st Century Africa et fondateur du CORA, qui est le collectif pour le renouveau de l'Afrique. Et notre dernière participante, Aurore Laluc, n'a pas pu nous rejoindre. Elle est membre du Parlement européen pour la France, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui a fait et enregistré un message pour nous. Elle est membre de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen et de la Commission des questions fiscales et de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, et où elle défend une garantie d'emploi pour l'Europe dans le cadre de son travail au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires et des questions fiscales. Elle a présenté un rapport important sur les pratiques fiscales dommageables dans l'Union européenne, ainsi que les dernières nouvelles concernant les documents Pandora, et a déplacé le débat et le vote sur un certain nombre de points de l'ordre du jour dont elle est responsable, ce qui explique pourquoi elle ne peut pas être avec nous en personne aujourd'hui. Notre conversation durera environ une demi-heure, après quoi nous ouvrirons la voie aux questions aux participants, et vous pouvez en fait poster les questions dans la messagerie. Nous allons donner la parole à Jean, et j'aimerais vous poser la question suivante. Jean, NRECA est un programme de grande importance, une garantie d'emploi réel à grande échelle, légalement codifié et durable. Et donc, pourriez-vous nous donner un aperçu de cette expérience, de l'importance de la perspective des droits de l'homme et des leçons précieuses tirées de ces années de fonctionnement et de votre travail personnel? Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. C'est un plaisir. J'ai participé à plusieurs des séances, et en particulier en ce qui concerne la garantie de l'emploi à ce niveau. Et c'est fascinant en ce qui concerne la curiosité par rapport aux années d'expérience, par rapport à ces questions et pour d'autres pays et pour les pays riches. Et ce serait important, mais c'est important à ce niveau et de voir quelle est la garantie de l'emploi et de voir comment celle-ci pourrait en fait fonctionner. Et je crois que c'est une initiative qui est très importante pour le monde entier parce que c'est quelque chose de pratique, de l'emploi, et cela garantit à ce niveau toute une série de questions à ce niveau, et voir la question de l'expérience, de la faisabilité et de la durabilité à ce niveau, et des garanties. En fait, l'emploi en Inde peut en fait être considéré comme une application pratique de ces questions et de ce travail dont on discute dans ce forum, la démocratisation, la démarchandisation, et pas uniquement la démarchandisation, mais aussi la décarbonisation de l'économie, parce que en fait, l'Inde est déjà allée très loin par rapport au programme et pour les personnes et pour les travailleurs qui font le travail, mais aussi pour tout ce qui a été fait en ce qui concerne la planification et pour l'application en ce qui concerne l'audit du travail, et démarchandiser
parce qu'elle fournit en fait un exemple par rapport à ce travail, par rapport à ce système et par rapport au système donc du profit pour des objectifs sociaux. En fait, ceci est important. Et cela avait en fait des objectifs importants. Beaucoup de projets démarrés donc durant cette loi ont fait une contribution importante pour la contribution de l'environnement. Et si vous pensez que je parle au nom du gouvernement indien pour faire de la publicité, ce n'est pas vrai. En fait, le gouvernement résiste parfois à ces idées, il n'est pas très enclin à les accepter, mais c'est un peu la continuation de ces personnes qui ont travaillé pour la terre et ce qu'ils font en fait le maximum pour faire fonctionner cette campagne. Et puis, il y a aussi la loi qui donne à tous les adultes d'être employés en dehors les 15 jours par rapport à leur demande d'emploi. Et ce, dans tous les domaines. C'est une garantie. Et par rapport donc à tout ce qui a été fait. Ou sinon, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'éligibilité. Il faut être un adulte et il faut en fait résider dans des zones rurales et on peut être chercheur d'emploi. Ça, c'est la condition sine qua non. Puis, il y a d'autres choses comme la possibilité d'avoir un emploi. En fait, le paiement des salaires en les 15 jours. Et ceci est très important à ce niveau. Et je devrais dire que je vais ajouter que malgré les droits à ce niveau, on est très loin en fait d'avoir accompli ce défi. Et c'est en fait une loi qui est en faveur des travailleurs et par rapport à ce système qui va à l'encontre des intérêts des travailleurs et qui est parfois très hostile aux travailleurs. Et les travailleurs en fait, se battent à tous les niveaux, dirons-nous, à toutes les étapes de la société pour trouver, en fait, un objectif et cela leur donne, en fait, un pouvoir de convention collective et ce, par rapport à ces différents conseils des villages, les grandes pachas, comme on les appelle, et qui, en fait, sont responsables de l'application. Et donc, il y a un chef de projet qui en fait s'occupe des projets qui seront entrepris sous l'égide de la loi. Et par rapport à ces questions, par rapport à la construction de routes, la construction de puits, de projets qui vont en fait être une amélioration à ce niveau. Et donc, nous allons voir comment ces projets sont sanctionnés à ce niveau et voir quels sont les salaires qui sont payés donc par le gouvernement central. Et cette décentralisation de l'approche est possible grâce au travail fait au niveau, à une échelle géante. Et si on voit en fait les 5 années qui ont précédé la crise de la COVID-19, nous voyons que 70 millions de travailleurs ont trouvé un emploi et du travail durant cette loi, sous l'égide de cette loi, donc, et 70 millions de personnes ont pu le faire. Et l'année prochaine, nous allons voir donc comment les choses vont évoluer à ce niveau. Par rapport donc à différentes personnes qui ont perdu leur emploi, par rapport donc aux travailleurs demandeurs d'emploi. Et cette en fait revendication est importante pour tous pour garantir l'emploi en Europe. Et c'est un acte qui est important par rapport à l'intervention dans l'économie. Et cela, en fait, correspond à peu près 200 millions de journées de travail et 3% en fait de la force de l'emploi total dans le pays. C'est une petite partie en fait
du gâteau, mais cela, pour l'emploi, représente beaucoup de choses. Et c'est une alternative par rapport aux solutions. Et en ayant dit cela, je pense que vous ne serez pas surpris de voir quels sont les différents problèmes rencontrés et les échecs aussi dans l'application par rapport à cette loi du travail. Et brièvement, donc un des échecs, c'est l'incapacité de payer des salaires à temps et voir à ce niveau comment nous allons travailler pour les travailleurs. Et par rapport à ces problèmes, voir quelles sont euh, les statistiques et par rapport aux dizaines de millions, en fait, mais ceci est très important à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport à la question de la loi. Euh, mais les expectatives à ce niveau, ceci, en fait, nous permet de voir comment on va matérialiser les choses. Et en fait, il y a de l'argent qui a été en fait disponible, mais il faut prendre une action à ce niveau parce que en fait, il y a eu des échecs, l'argent a disparu et l'argent était à disponibiliser, mais il n'y existait plus. Et puis il y a la centralisation depuis les dernières années. Euh, et voir les problèmes politiques qui sont créés par rapport à ces questions, donc par rapport à l'État fédéral indien, et chaque État donc a donc un schéma de l'emploi garanti, et pour eux, il faut voir donc comment les États sont performants donc par rapport à la loi fédérale, si cela fonctionne ou pas, par rapport à ces questions et par rapport à ces différents problèmes euh, et par rapport aux différentes questions, euh, par rapport à ces positions et par rapport aux différentes et par rapport en fait aux travailleurs qui sont en fait dans des secteurs gris pour plus de 90% et qui ne sont pas dans le secteur euh, mais beaucoup de choses en fait doivent être à ce niveau. Et en fait, en ce qui concerne ces questions, il faut voir comment nous allons en fait, grâce à cette loi, voir qu'1% du PNB a permis en fait de subventionner cette loi et en fait les salaires ont été en fait congelés pendant une période et très brièvement. Et en fait, aujourd'hui, ce sera à peu près 0,5% du PNB qui sera utilisé. Et donc, je pensais que dans un pays riche, cela à ce niveau, parce que les salaires sont très élevés, mais ce n'est pas correct. Aujourd'hui, j'ai regardé les salaires minimums par rapport aux têtes d'habitants et par rapport au PNB, et comme la Belgique, la France, et le ratio est tout à fait similaire pour les emplois à perte temps par rapport au salaire minimum, et que ce soit la France, l'Allemagne, vous pouvez arriver donc à avoir donc à peu près la moitié du PNB qui est représenté. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas accomplir ce que l'Inde a fait avec un salaire minimum. Et cela serait beaucoup plus facile parce que les dépenses publiques par rapport à ce ratio seraient tout à fait différentes. Et donc parce que les coûts du chômage pour les États sont beaucoup plus importants. Euh, et c'est le cas pour l'Inde. Nous voyons donc tout ce qui se passe dans ces pays et comment on en a parlé donc dans cette séance auparavant aujourd'hui et que cela en fait et c'est important
À ce niveau, il faudra voir donc comment on pourra trouver une possibilité et on verra ce qui se passe à ce niveau et par rapport aux conclusions, je dirais qu'il faut le faire, c'est important et c'est une question donc extrêmement importante. Merci John, merci pour ce panorama du programme et je pense que le monde peut apprendre beaucoup de choses à ce niveau et une leçon qui pourrait être tirée à ce niveau, c'est en fait les différentes questions. Et en fait, les chiffres sont assez petits par rapport à ce que l'on voit et par rapport aux dépenses qu'on a indiquées, par rapport au secteur public et aux objectifs. Et bien sûr, la reconnaissance qui est importante, mais j'aimerais en fait revenir à Ndongo, s'il veut bien, et voir quelle est la question suivante. Vous avez en fait travaillé en tant qu'économiste dans le développement. Vous avez travaillé avec les marchés, l'économie souveraine, et comment vous voyez donc la démarchandisation du travail dans ce monde. Et cela est quelque chose que nous avons en fait vécu d'une manière très brutale dans les dernières années, mais aussi en termes de se connecter, dirons-nous, à l'objet public et de voir quels sont les objectifs publics par rapport donc à l'argent public aussi et que les possibilités qui sont disponibles à ce niveau. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette conversation si importante et de voir comment nous allons travailler. La question que vous soulevez est importante. L'emploi a un statut tout à fait spécial dans ces sociétés modernes. Et il joue un rôle essentiel. C'est un complément donc de ces heures d'occupation et d'accessibilité à, dirons-nous, une socialisation et des mécanismes de reconnaissance sociale. Et ceci est important aussi par rapport au statut que l'on a dans la société et par rapport aux droits sociopolitiques, par rapport aux problèmes psychologiques. Et c'est pour ça que toute société décente doit permettre aux personnes d'avoir accès à leurs emplois. Mais en Afrique, pour un nombre de raisons dont on a déjà évoqué, créer des millions d'emplois n'est pas toujours facile. Et je dirais que c'est un défi et que c'est un défi qui doit être dépassé pour les pays africains. Il faut trouver un autre modèle que le modèle en place par rapport aux modèles occidentaux et voir comment nous allons travailler à ce niveau par rapport à ces différentes questions et par rapport aux droits à ce niveau et par rapport aux pays en voie de développement. Et ce pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de questions importantes à ce niveau. La première, tout d'abord en Afrique, c'est l'aspect en fait de l'absorption des ressources humaines. Et vous devez voir cette absorption donc par le paiement et du chômage. Et vous pouvez voir dans les zones urbaines et dans certaines classes comment cela est perçu, mais d'autres formes sont importantes et sont visibles et plus claires. Et lorsque vous voyez cela avec les emplois locaux par rapport au secteur et par rapport donc à ces questions des heures inadéquates travaillées, de conditions de travail qui sont lamentables. Et dans le contexte africain, ce sont des revenus et une protection sociale importante. Et en fait, en ce qui concerne l'emploi lui-même, par rapport à l'emploi et aux relations des salaires et par rapport aux indépendants, dans certaines questions, les femmes sont surreprésentées
dans ces emplois précaires, comme on l'a dit. Et en fait, elles aident dans la famille. Mais maintenant, c'est un fait par rapport à l'Afrique et par rapport à la croissance de la population. L'Afrique est une région qui a en fait une force de travail qui ne fait que croître rapidement. Et à la fin de ce siècle, l'Afrique, on aura 39% de la population mondiale et en 2100, c'est ce qui se passera et c'est les projections en fait pour 2100. Et donc, la force de travail en, est de à peu près 60 millions par an en Afrique et on va arriver à 70 millions dans les années à venir et on va voir donc pour ces pays comment dans les pays subsahariens d'ici 2050 on aura 1,2 milliard de personnes et la question est de voir donc comment on va relever ce défi à ce niveau par rapport à l'explosion démographique et par rapport à ces problèmes en Afrique et la question donc qui ont été données par les hommes politiques en Afrique, c'est de trouver en fait une possibilité de terminer en fait en finir avec la pauvreté parce que cette croissance économique redonnera sa lettre de noblesse à l'Afrique et donc on peut se demander si c'est le cas et si en fait nous arriverons petit à petit à employer toutes ces populations et la croissance économique a été en fait une croissance économique due en fait à des emplois où il n'y a pas en fait de travail pour les personnes et les emplois qui ont été créés dans le secteur formel en fait sont repris par des secteurs non formels et sans protection. Si on prend le cas de mon pays en Sénégal qui en 2012 en 2018 nous avons eu une croissance de 16%, mais nous n'avons pas eu de création en fait dans notre pays à ce niveau. Et si vous prenez l'expérience des pays comme la question de l'explosion démographique, vous voyez que la croissance ne veut pas dire nécessairement la création d'emplois. Si on voit en fait le cas de l'Inde, nous avons eu un décuplage à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport au formel et au non formel. Donc, le formel est de 10% et vous allez voir donc le cas de ces pays et vous voyez donc comment nous avons un facteur dans l'économie chinoise a créé beaucoup d'emplois dans le secteur manufacturier, mais nous voyons donc quelles sont les différentes politiques, mais dans les projets économiques que l'on a eu dans nos pays africains, cela n'a pas été le cas, mais il y a un projet économique en Chine et quelles sont les leçons que l'on peut tirer de la Chine? Ils ont connu en fait une pression démographique moindre que nous en Afrique et la Chine et l'Inde ont essayé de diminuer en fait la pression démographique et en fait ils ont aussi rendu les travailleurs invisibles avec les nouvelles politiques et ils ont eu aussi depuis les 50 dernières années la possibilité d'absorber la force de travail et des personnes, mais maintenant il y a une raison pour cela et la création des emplois est beaucoup plus un défi en Afrique parce que il y a la question de l'innovation, la question en fait de l'explosion démographique et là il faut voir que nous sommes confrontés à des problèmes et à des impacts à ce niveau. Ce n'est pas une vue qui est acceptée par tous les économistes, mais certains économistes pensent que il y a à ce niveau évidemment toute une série de questions qui permettent de voir quels sont les emplois qui seront créés à ce rythme. Mais il y a deux différences en ce qui concerne la saturation et ces emplois. C'est en fait une des questions
par rapport à la réduction, en fait, des forces de travail et aussi à la réévaluation de l'emploi par rapport à un partage plus équitable à ce niveau et donc voir aussi la migration qui se passe en Afrique qui a réduit aussi en fait la recherche d'emploi par la population et c'est un point donc qui n'est pas encore été mentionné et c'est un peu ce qu'on a mentionné dans les théories donc par rapport à ces questions et nous voyons qu'entre nous avons eu plus de 60 millions de personnes qui ont migré et cela représente une partie importante de la population et les migrations, donc, représentent 66% de la migration de l'Afrique vers l'Europe. Et nous voyons comment nous allons arriver à gérer donc ces flux de population. Et je crois que pour l'instant, il y a très peu de perspectives par rapport à ces migrations vers le nord et par rapport au taux d'immigration qu'on a connu par le passé. Et, par rapport si on voit les personnes, cela prendrait 200 années pour pouvoir, ou 2 siècles, pour pouvoir résorber en fait la main-d'œuvre en Afrique. Et donc, en fait, l'Afrique ne pourra pas exporter les surplus de travailleurs à ce niveau. Et la deuxième chose, c'est la différence que je vois par rapport à la population, c'est en fait l'innovation à ce niveau par rapport à ces questions et au niveau transversal. Ton impact peut être transversal, effectivement, et toucher plusieurs secteurs économiques, y compris celui des services, où la tendance, effectivement, est tout de même à la réduction de la part du travail par rapport aux travailleurs sociaux. Donc, les gens auront besoin de créer de nouvelles manières, finalement, de se conformer. Et normalement, le secteur agricole ne sera certainement pas non plus le lieu où la création d'emplois aura lieu, étant donné la tendance à la mécanisation qui ne fera pas marche arrière. Mais le fait est que le secteur industriel, qui était toujours traditionnellement le plus intense en force ouvrière, en main-d'œuvre, ne fournit plus la base et le socle nécessaire au plein emploi, et ceci a des implications au niveau des revenus, surtout dans les pays riches. Ce processus d'accélération de l'automatisation pourrait résulter en un processus de réallocation des richesses, pardon, et dans ce contexte, probablement que l'Afrique ne sera pas une destination aussi privilégiée que l'Asie du Sud-Est pour les options de relocalisation. Donc les applications, en fait, en ce qui concerne l'exportation des produits aussi, devra se tourner vers l'automatisation et la robotisation. Cela veut dire qu'une Afrique compétitive, au final, aura beaucoup moins de perspectives d'emploi que ce que l'on pourrait espérer. Donc, vous me direz sans doute que mon analyse est pour le moins pessimiste à ce stade, mais en réalité, pas du tout. Cette discussion repose sur un certain nombre d'analyses d'économistes qui le prévoyaient déjà dans les années 70, en réalité, concernant les relations, l'évolution du Sud. Et en analysant les tendances consuméristes ainsi que l'évolution de certaines techniques du côté de la production. Et ce qui a été observé et caractérisé le Nord risque malheureusement d'être reproduit en partie dans le Sud. Mais toujours est-il que si par exemple les pays africains suivent le modèle d'Europe occidentale, le déclin séculaire de l'agriculture en fait partie. Et ceci, malheureusement, entraînerait une prolifération des bidonvilles et des exodes ruraux. Et donc,
L'Afrique ne serait pas à même d'offrir suffisamment d'emplois pour la totalité de sa main-d'œuvre étant donné l'énorme démographie. Donc, quelles options nous laissent finalement ces grandes tendances démographiques par rapport au traditionnel politique pour entraîner peut-être dans la danse des ONG ou d'autres acteurs? Et selon mon point de vue, il serait tout à fait capital que l'accès aux revenus soit détaché finalement des traditionnels salaires ou sources de revenus pour que l'évolution sociale finalement de la société ne soit pas rendue dépendante de ces tendances mécaniques finalement. Et ceci est la seule condition, selon moi, pour échapper finalement à la reproduction des politiques du modèle d'Europe occidentale. Alors, ceci a trois conditions. Tout d'abord, faire en sorte que le droit à l'emploi soit entériné fermement dans une série institutionnelle. Deuxièmement, s'assurer que les fermiers aient accès à des crédits avec un droit finalement de mettre en pratique finalement ces droits au travail et au microcrédit, etc. Et troisièmement, une forme de protection sociale doit être garantie aussi. Je veux dire par là la sécurité euh, sociale, mais aussi la protection médicale, la couverture de la santé publique soit garantie à tout le monde. Alors évidemment, le but de ce genre de société n'est pas tant de créer des emplois ou le plein emploi que de s'assurer que tous les besoins de la population soient remplis et que les revenus soient de nature durable pour tout un chacun en remplissant les besoins des différents secteurs d'activité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ndongo. Je crois qu'effectivement, votre analyse à la fois des gageures posées par la démographie du continent, mais aussi le fait que nous ne sommes finalement pas totalement démunis par rapport à ce rouleau compresseur finalement de l'évolution technologique qui traverse la planète. Et pour relier vos commentaires à la conversation plus générale qui avait lieu, nous devons finalement envisager l'économie comme un projet global et dans lequel effectivement on prendrait conscience quotidiennement, toujours de manière plus aiguë dans le contexte de la pandémie, à quel point les besoins sociaux sont totalement insatisfaits. Nous sommes face à une crise climatique énorme qui nous pend au nez et nous n'avons même pas réussi à prendre ces problèmes sociaux à bras le corps. Alors, la question de l'emploi direct est sous-utilisée et le secteur public n'a pas montré l'exemple comme il aurait dû et pu le faire. Et donc, même si j'entends les commentaires de gens qui dit à juste titre qu'on peut en faire beaucoup plus, le secteur public a effectivement décidé de s'embarquer sur un projet planétaire d'envergure inégalée, c'est vrai, mais c'est néanmoins encore bien trop peu, ou peut-être à côté, disons, de la cible. Alors, je voudrais néanmoins rapidement, même si nous n'avons que peu de temps, répondre aux commentaires d'Aurore qui nous a fourni une vidéo. Et si vous voulez utiliser le lien qui existe sur la plateforme où de nombreuses petites vidéos et interviews sont à votre disposition, vous pourrez avoir un rapport plus détaillé de son commentaire. Mais en gros, dans le monde développé, une grande partie des échanges concernant et ayant lieu autour de l'emploi se sont centrés, focalisés sur justement l'urgence de la question climatique. Et on sait que tous les projets des États-Unis qui ont voulu faire partie du Green Deal, discutés au Parlement européen, ont clairement été pensés sur base de cette priorité-là. À la lumière des accords de Paris. Donc, comment nous assurer que nous puissions petit à petit éliminer toutes les sources d'emplois en rapport avec les énergies fossiles, tout en fournissant normalement des emplois décents à ceux qui se retrouveraient exclus de cette niche d'activité. Mais c'est la deuxième partie, je dirais, du prédicat qui peut-être n'a pas été assez
mis en avant. Et pour revenir au point du argent, nous avons calculé qu'en France, en réalité, les subventions fournies aux entreprises privées au nom de la création de l'emploi sont largement suffisantes pour donner à chaque personne au chômage l'occasion de subvenir à ses besoins et de bien vivre, voire de trouver même un emploi. Donc, on voit que l'on surmonte à peine un obstacle pour se trouver face néanmoins à quelques frustrations parce que les problèmes financiers, les levées financières ont été activées et par exemple la COVID-19 en a été le meilleur exemple. Clairement, là, tous les moyens ont été mobilisés. Pourtant, nous n'arrivons pas à brasser, je dirais, le courage pour faire la même chose pour d'autres problématiques bien plus concrètes. Alors, et pressantes. Donc, pourquoi pas consacrer encore un petit peu de temps aux questions-réponses? Peut-être répondre à celle-ci. Quels autres obstacles voyez-vous à la tentative de répondre de manière peut-être plus conventionnelle avec une série de programmes politiques à ces problématiques ou voyez-vous des opportunités concrètes ou des phases du cycle à ne pas manquer pour faire en sorte que ces projets se réalisent? Jean, pour commencer. Et bien entendu, quiconque souhaite intervenir. Ah oui, pardon. Je voulais dire qu'effectivement, cette opportunité se présente certainement maintenant parce que en juger de par les intérêts soulevés par ce forum, clairement, au travers de la communauté des participants, toutes les consciences semblent bien plus éveillées qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans. Donc, je crois que l'opportunité se présente certainement en ce moment. Si vous vous tournez par exemple vers l'Inde, un effort politique énorme a été réalisé pour, comme vous le disiez, remédier à ces besoins d'indépendance quand on en revient donc aux années 70, hein, où après l'indépendance, l'État de Maharashtra avait déjà essayé d'adopter toute une série de législations permettant de consolider ces politiques. Donc on parle de l'Inde en général ou de certaines de ses provinces. On peut dire que les bons formidables ont été réalisés dans la mesure où il y a 20 ans de cela, personne n'imaginait finalement arriver à ce point où nous sommes actuellement à l'issue d'une série de régurgitations politiques improbables. Donc, je dirais que ce genre de réaction sociale, finalement, est le moment privilégié à saisir à bien des égards. Merci Ndongo, peut-être maintenant. Alors, je crois aussi que nous traversons une période favorable certainement au grand retournement, changement, mais il y a encore énormément d'obstacles intellectuels. Prenons le cas du Sénégal et de façon générale de n'importe quel pays africain. Il y a toujours cette idée profondément ancrée en nous que ce n'est pas le travail de l'État de fournir des emplois, c'est au secteur privé de se démener. Et selon cette maxime, on vous dira que le secteur privé est encore corrompu, n'est pas assez efficace malheureusement, donc ne peut fournir un lieu de travail démocratique ni un budget équilibré ou une approche satisfaisante du monde financier, en tout cas de la distribution des richesses qui en ressort. Et chaque fois que cette idée finalement qu'avec la croissance économique, on créera des emplois pour résoudre les problèmes, eh bien le problème, c'est que cette croissance ne sert pas forcément à créer d'autres emplois tout d'abord ou à rémunérer ceux qui en ont besoin. Donc il faut s'assurer qu'en effet le socle ou la base étatique soit posée pour que le secteur privé, si c'est lui qui effectivement sert ensuite de levier d'action et de moteur concret, s'exerce dans la direction que l'on veut. Et dans mon propre vie au Sénégal, nous avons énormément
pas plus tard que cette année, assisté à une série de manifestations nationales parce que la jeunesse était pour le moins en colère et frustrée de la situation économique actuelle. Donc au Sénégal, nous n'avons pas souffert tant des effets de la Covid sur le plan sanitaire, enfin comme tout le monde d'ailleurs, mais sur le plan politique. Et, et donc, le manque d'activité et de liberté et de possibilité de trouver un emploi, finalement, s'est cristallisé un petit peu pendant cette période. Et donc, de là, l'État sénégalais a pris conscience de l'urgence de faire quelque chose parce que ces mouvements de jeunesse, ils sont peut-être entre 15, la tranche des 15 ou 20 ans, et 50% d'entre eux ne vont plus à l'école, ne croient plus en un avenir. Et donc, les réformes sociales sont plus que nécessaires pour créer. Alors, l'État s'est mobilisé d'ailleurs pour créer de manière plus ou moins directe environ 5 000 nouveaux emplois. Et pour moi, c'est tout de même un signe prometteur. Alors, il faut aussi, malheureusement, il y a un grésillement sur la ligne de l'orateur. Faut, voilà, aussi que cela continue, mais il y a quelques signaux positifs, je dirais, de réactivité des États. Merci, Tango. Maintenant, j'aimerais me retourner vers les questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en poser. Nous allons tâcher de répondre à un maximum, mais pour certaines qui semblent suffisamment semblables, j'essaierai de résumer les thématiques ou les problématiques soulevées. Par exemple, genre, il y a un certain nombre de questions concernant les programmes en Inde et certaines concernent les mises en œuvre pratiques finalement. Savoir, y a-t-il des limites théoriques à la quantité d'emplois que l'on peut fournir, et d'autres concernent les externalités positives sur l'environnement ou négatives du moins, et comment les intégrer finalement à ce dialogue social. Et il faudrait juste appuyer sur le bouton qui vous permette d'enlever la sourdine. Voilà, oui, une question, vous disiez, concernant la loi de garantie de l'emploi pouvait en effet garantir le plein emploi en Inde. Alors, et c'était une question théorique, vous avez raison. Donc théoriquement, cette loi, en l'état, pourrait effectivement nous rapprocher du plein emploi si elle devait marcher de la façon dont on l'espère. Mais il y a des restrictions prévues pour les zones rurales, pour un nombre de jours maximum de travaux prévus annuellement. Et à l'exception de ces cas particuliers, si la loi devait être mise en œuvre exactement comme on l'espère sur le plan théorique, en effet, il n'y aurait que peu de raisons pour lesquelles beaucoup de chômage résiduel devrait perdurer, en tout cas, à moins que certains travailleurs surqualifiés ne soient plus intéressés par le problème ou les possibilités de travail manuel qui les intéresseraient moins. Mais autrement, la vraie gageure, c'est que la réalité, l'expérience ne colle que rarement à la théorie, et cela ne fonctionne pas comme on devrait s'y attendre. Donc, l'idée selon laquelle on peut résoudre d'un coup de baguette magique en 15 jours ces problèmes de déséquilibre du marché de l'emploi est, selon moi, très utopique. Il y a des endroits où, par contre, on a un déséquilibre inverse, où on attend pendant des mois que les positions se remplissent et où on ne trouve malheureusement pas de travailleurs. Donc, c'est tout de même un grand territoire dont il est question, et nous ne devons pas non plus trop en attendre de nous reposer sur les lauriers de cette législation. C'est la première étape, certainement, pour essayer de pallier les déséquilibres du marché du travail en adoptant ce genre de loi, en imposant un salaire minimum. Et ce sont toutes de louables étapes dans la bonne direction. Je crois qu'idéalement, il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse trouver un travail qui soit bien rémunéré, qui soit
digne, et sûr, socialement utile, et non nocif à l'environnement. Donc tout cela est dans le meilleur des mondes possibles. Mais vous posiez également la question concernant les externalités environnementales. Alors en Inde, à bien des égards, cette loi prévoit en effet la création d'une série d'emplois qui contribuent à la protection de l'environnement. Par exemple, à Jharkhand, où je vis, il y a énormément de dispositions prévoyant des emplois en rapport avec l'aménagement d'infrastructures récupérant l'eau et les ressources hydriques pour une meilleure utilisation du cycle de l'eau qui puisse contribuer finalement à la fois à une meilleure prospérité économique dans les zones rurales et aussi à la protection de l'environnement. Et ça, c'est bien sûr un aspect dont Nalega peut être fier parce que près de 100 000 puits, on a déjà réussi à les financer, à les construire, ce qui est un coût économique élevé, mais qui effectivement a des retombées importantes et positives pour l'environnement. Cela a créé de l'emploi. Et donc, bien sûr, alors pourquoi n'a-t-on pas commencé par là? Eh bien, la raison est évidente parce que tout le monde n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour le faire. Il leur a fallu prévoir des crédits et des budgets pour cela. Donc, ce que Nanga a fait, c'était justement permettre aux gens de faire ces investissements correctifs et positifs. Et cela a contribué aussi indirectement à donc de positives externalités sur l'environnement, même si cela faisait parfois explicitement partie des objectifs du projet au départ. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, évidemment, pour cette amélioration de l'aménagement face au changement climatique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en effet, en Inde, bien plus que ce qui a déjà fait, pourrait encore l'être et doit l'être. Oui, merci. Je crois que l'un des bienfaits de l'emploi public est de redéfinir ce travail productif, justement, dans la mesure où une grande partie de ce travail peut avoir ou ne pas avoir un retour sur investissement commercial. Néanmoins, on sait à quel point il s'agit de tâches essentielles et nécessaires. Que après tout, la planète n'est pas un client qui peut-être générera l'un ou l'autre bénéfice direct ou commerçant, et pourtant sa santé et sa valeur sont primordiales au sens premier du terme. Donc, alors, question qui concerne aussi, Jean, peut-être la sûreté économique via ou par le biais de garanties d'emploi. Vous avez parlé de mettre en rapport les emplois avec certaines des pathologies du travail, du marché du travail. Comment voyez-vous cet entre-là finalement d'équilibre à trouver entre l'emploi et la sécurité sociale? Oui, alors le droit au travail, bien sûr, concerne tout un chacun. Ah, le son est vraiment très faible. Mais dans le contexte des pays africains, il n'est pas forcément idéal de vouloir lier la protection sociale ou la sécurité du revenu, la sûreté du revenu, au droit à un emploi décent, dans la mesure où la plupart des pays représentent, pour la plupart des pays, seuls 10% de l'emploi total est garanti par le secteur public. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée d'essayer de dissocier les deux, donc de garantir l'accès à la sécurité sociale, à l'éducation, indépendamment de l'emploi. Parce que cela évitera de créer 10% de privilégiés bénéficiant de ce genre de régime
élitiste et de laisser pour compte le reste. Alors, cela ne veut pas forcément dire le revenu universel de base et rien d'autre, parce que bien entendu, il faudrait faire en sorte qu'au-delà de cette sécurité économique, le travail est une valeur, mais on ne peut faire ceci sans remettre en question l'ensemble de la structure économique. Parce que si vous octroyez un revenu universel sans droit au travail, des pratiques monopolistiques risquent de se mettre en place avec une privatisation sauvage. Et je ne crois pas que ça serait une bonne manière de garantir un droit au travail digne pour tout un chacun. Par contre, si chacun a le droit ou l'accès au travail plutôt, indépendamment de leur pouvoir d'achat qui serait donc garanti, il faut s'assurer qu'ils aient un sens, une forme de reconnaissance sociale. Ça sert le travail. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid avec beaucoup de gens confinés, tournant en rond, et il y a eu énormément de suicides. Probablement dépassant le nombre de morts pour des causes sanitaires. L'important est de garder un sens à la vie de tout un chacun. Oui. Alors, la question était de savoir s'il y avait de vrais défis en utilisant des programmes de type UBI en Inde. Alors, je crois que pour le premier point qu'il faut garder présent à l'esprit, surtout dans des pays comme l'Inde, où les institutions sont tout de même raisonnablement démocratiques, eh bien, il faut faire une sorte d'étude coût-bénéfice. Et ceci se fait par le biais d'une expertise permettant d'établir ou de définir ce que l'on considère une pratique démocratique. Et au cours des 20 dernières années en Inde, un certain nombre de pans de la politique, sécurité sociale et autres, ont été mis en chantier, notamment la loi de l'emploi Gandhi, et d'autres aspects qui ont tout de même sauvé la mise, je crois, au cours des 2 dernières années, hein, et y compris pendant et au travers de la crise de la Covid. Il y a eu aussi un système de pension qui a été redessiné pour les enfants, notamment en besoin de scolarisation, d'alphabétisation. Beaucoup de choses ont été revues de manière à ce que les allocations parentales ou maternelles, du moins, soient davantage prises en compte. Donc, ma vision des choses est que ces gains ne devraient pas être abandonnés. Nous avons de bonnes chances que ça finisse par aboutir. Et nous allons voir donc comment nous allons pouvoir gérer ces questions à ce niveau, ce qui n'est pas toujours facile, il faut bien le dire. C'est effectivement difficile à ce niveau par rapport à ces questions. Je ne peux pas penser à un scénario réaliste où on continuerait à en fait utiliser une chose ou l'autre et voir un peu comment en Inde, si ce système pourra continuer ou pas, ou si on peut avoir un transfert. Et je ne pense pas que l'UBI puisse ajouter à ce débit. Je pense que c'est la question en fait de la continuation parce que l'Inde donc a beaucoup en fait de surplus au niveau du blé et les pauvres à cause de l'insécurité au niveau de la sécurité alimentaire dans laquelle ils vivent. Ils préfèrent toujours en fait de l'alimentation plutôt des nourritures plutôt que des liquidités. Et le système de pouvoir transférer de l'argent pour avoir, et ce comme dans des régions comme Pondichéry et ailleurs,
et cela n'a pas fonctionné. Mais le temps n'est pas encore mûr pour cela, de passer en fait de l'échange de blé à de l'argent. Et donc, je pense que c'est en fait en ce qui concerne ce type de transaction, c'est sur la table pour l'instant et nous allons voir comment on va consolider cela et comment on pourra continuer par rapport à des fondations solides, par rapport à un système de sécurité sociale important, plutôt que de mobiliser d'autres solutions et voir donc comment nous allons y arriver et comment le gouvernement va utiliser les propositions par rapport à ces possibilités et à ces opportunités pourrait-elle miner les schémas en place et c'est dommage par rapport aux différentes régions et donc nous devons penser à ces questions et en ce qui concerne les pour et contre à ce niveau et l'Inde par rapport à ces idées. Et nous allons voir donc comment on va fonctionner à ce niveau. Et par rapport à ces questions, nous n'en avons. En fait, je crois que c'est une bonne manière de répondre à ces questions. Et nous voudrions voir comment on peut en fait continuer. L'atelier n'est pas encore fini et vous allez donc vous nous rejoindre donc pour notre prochaine conversation. Et Alicia, vous pourriez en fait voir comment on va gérer ces questions. Je vous remercie infiniment. Merci à vous tous. C'est un plaisir d'avoir participé à cet débat ensemble. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Hi everyone, thank you so much for giving me the chance to speak today before you. I am very sorry couldn't be here with you today, but unfortunately my duties as coordinator for the tax affair at the European Parliament have caught up with me because of the Pandora papers and so on. I am still extremely pleased and very excited to get the chance to talk about this essential issue that is the job guarantee. I believe the idea is just like wildfire. It has only just started and it is now spreading very quickly, convincing more and more people of the urgency of its implementation. In the US, President Biden asked his administration to launch a civilian climate corps, and it should be one of the key climate provisions in the Democrat budget bill. It is directly inspired by the Civilian Conservation Corps implemented by President Roosevelt in order to put young men back to work after the crash of 1929 and the crisis. It allowed 3 million workers to take up public jobs, and they planted more than 3 billion trees, restored coastal lands, and created national parks, as you all know. In the same spirit, the Climate Corps would put people to work or in training programs that would focus on greening the economy and adapting to the climate crisis. On this side of the Atlantic as well, the idea of a European-wide job guarantee is more and more debated, of course. Things are going a little bit more slowly, they always are, but the very idea of providing a real safety net for workers is now being seriously discussed and even sometimes at the highest level. With almost 15 million people unemployed and 72 million people living under the poverty rate, in the European Union, we can no longer rely on the usual supply-side policies to stimulate job creation. It shows us that jobs cannot be considered like a commodity. It cannot rely on the goodwill of markets, nor the logic of profitability. This is why we need to go
towards a real job guarantee, why we need to adopt a direct employment policy, which is the most effective, less expensive way of creating jobs, by the way. Let's also not forget that there is a tremendous need for job creation in the ecological transition. The time left to implement this change is now very short, according to the last IPCC recommendation. So if we want our action to be effective and to prevent irreversible damage for our population, this action needs to be ambitious and structural. This is why we believe the job guarantee is not only a useful tool in a time of a crisis, but it is a cornerstone of a truly transformative ecological policy. By providing a job to those who want to work, this program offers a double benefit of reducing unemployment with all of its terrible consequences, while providing the labor force we need to reorient our economies towards a greener, more sustainable model. Let's not forget that investing in green and low-tech infrastructure does not necessarily require a lot of money, but it calls for a large number of workers, cleaning up the soil, planting trees, maintaining coastal areas, controlling floods, etc. All of these actions central in the protection of our environment and wildlife habitat could be perfectly handled by guaranteed jobs. They are even at the core of our proposal. But the job guarantee does not only rely on the ecological dimension. It obviously has a strong ecological dimension, but ultimately it is about meeting all the unmet needs of a society, those that are not filled by the private sector because not necessarily profitable enough, or by the state because it was considered until now that this was not its role. The employment potential is almost limitless in the protection of the environment, like we mentioned before, but also in the services to the community. For instance, the installation of solar panels, creation of recycling centers, the setting up of 2 libraries, etc. And finally, in the service to individuals, delivery of meals at home, care for the elderly, and so on. And the great news is that it wouldn't even cost that much in France. An experiment called Zero Long-Term Unemployment Initiative was launched, and it was based on the idea that nobody is unemployable and that there is in fact work everywhere in our society. We just need to create jobs. This experiment also shows that employment is not more expensive for society than unemployment. The idea is quite simple. When someone finds a job, it reduces automatically a series of costs, direct and indirect for society, a series of costs that amount to more or less 18,000 euro per year and per person unemployed. So we can take this money and convert it into a salary. Of course, the implementation of such a job guarantee mechanism, if implemented on a larger scale, mechanism will entail institutional and administrative costs that cannot be neglected. This is where Europe's come in. Our proposal is that the European Union starts funding job guarantee experimentation in the different member states as part of its action against unemployment and for jobs. We can do this actually with mechanisms like SURE that was designed to help member states finance partial unemployment during the COVID crisis, or by creating new instruments. Let's not forget that the question of just transition, and more precisely the question of the disparity between countries facing ecological transition, is absolutely central in Europe. To be clear, how do we prevent hundreds of thousands of people working in carbon industry, especially in Eastern and Central Europe, from falling into unemployment? How do we make sure these people are offered an alternative, a training and a job?
how do we make sure the social dimension is not left out in the ecological transition? I believe the answer, one of the answers, is job guarantee. And I believe this argument could be key in the case for the job guarantee at the European level. Finally, implementing a job guarantee at the European level would be a great way to counter the effect of our economy ups and down. And like my friend Paulina Chaneva really clearly demonstrated, unemployment spreads just like an epidemic. Put it simply, one unemployed person throws another one out of work. Not only does it propagate in a geographic pattern, but it also inflicts severe consequences on individuals.